Située dans le sud de la France, non loin des Pyrénées, Carcassonne est une cité médiévale connue dans le monde entier. La cité de Carcassonne fait rêver par sa silhouette. Une silhouette qui se découpe dans le lointain et ainsi une silhouette qui s'imprime dans les esprits. En 2500 ans d'histoire et au fil des sièges, ce colosse de pierre est devenu une icône de la fortification médiévale. Un dessin d'enfant de château fort, c'est la représentation de Carcassonne, parce qu'elle est exceptionnelle. Pendant près de 1000 ans, l'histoire et les sièges successifs vont amener cette cité à se transformer. C'est au XIIIe et au XIVe siècle que la structure de la ville va le plus évoluer. De nombreux changements qui vont faire de la cité une forteresse imprenable. L'ouvrage militaire, il doit être capable de répondre à la menace. Tout dans l'élaboration de son système de défense a été pensé dans les moindres détails. Des tours capables de résister à de très longs sièges. Des structures en bois pour surplomber l'ennemi. Ou encore des avancées dans la muraille. Résultat, d'un point de vue architectural, elle est un véritable modèle de ce Moyen-Âge guerrier. Et quand on regarde cette perspective, on comprend cette volonté de dissuasion. Essayez de me prendre, mais vous n'y arriverez pas. Si la cité de Carcassonne apparaît comme indestructible, à l'arrivée des armes à feu et au fil du temps, la cité est délaissée. Il s'en est même fallu de peu pour qu'elle ne disparaisse complètement. Sans la restauration de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui sait ce que serait devenue cette cité? Quand Viollet-le-Duc intervient à Carcassonne, il ne restait pas beaucoup de ces superstructures. Reconnu comme patrimoine mondial aux yeux du monde entier, ce site archéologique hors norme n'a pas livré tous ses secrets. Dès qu'on met un coup de pelle à Carcassonne, on peut tomber sur des trésors. Ce qui en soi est très excitant. En remontant le fil de l'histoire et au travers des prouesses et défis techniques qui ont été relevés, la cité de Carcassonne nous dévoile ses secrets de construction. Aujourd'hui, la cité de Carcassonne est celle de tous les superlatifs. C'est même pas qu'elle soit la plus belle du monde, c'est qu'elle est la seule de cette dimension, dans cet état. 3 km de remparts, 52 tours, plus de 1200 meurtrières et des centaines de mètres de chemin de ronde pour une surface globale d'un peu plus de 10 hectares, soit l'équivalent de 10 terrains de foot. Elle a un caractère mystérieux. C'est pour ça aussi, effectivement, qu'elle a fait rêver tant de gens. Cette superstructure, qui s'est construite en près de 900 ans, n'a pourtant pas toujours été aussi impressionnante. La cité de Carcassonne, eh bien, je dirais que c'est un conservatoire un peu des siècles. L'histoire de la cité de Carcassonne commence ici, il y a plus de 3000 ans, à quelques kilomètres de l'emplacement actuel de la cité. Les premières traces de l'occupation humaine sur la cité de Carcassonne remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ. Avant cette période, une communauté villageoise résidait à 1,5 km au sud-ouest de la cité, sur un plateau qui s'appelle Carsac. Les villageois sont d'abord installés à Carsac, un plateau au bord de l'Aude. Mais trop souvent victimes des variations du fleuve, ils se déplacent vers le nord, sur une colline qui deviendra plus tard la cité de Carcassonne. Colline qui a deux avantages. C'est un site en hauteur. Il est plus facile à protéger qu'un site de plaine. Et en plus, il n'est pas très loin de la rivière d'Aude, ce qui fait que l'alimentation en eau est tout à fait évidente, là aussi, au moment où les gens s'installent là-dessus. 4 siècles avant Jésus-Christ, la population vivait alors principalement d'agriculture, mais aussi de commerce. Située entre les Pyrénées et la Montagne Noire, entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, la cité se trouve au carrefour des axes commerciaux entre le nord et le sud. Pendant près de 8 siècles, la cité va s'enrichir. Au IIIe siècle de notre ère, devenue romaine, elle est baptisée Carcasso. À cette période, les invasions barbares menacent l'Empire romain. Les premières fortifications à l'emplacement de la cité, qui sont encore visibles aujourd'hui, remontent au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire au bas empire romain, à une époque où l'insécurité commande aux villes de se protéger. Donc par conséquent, rien de mieux que de construire des murailles et quelques tours pour se protéger un maximum. Carcasso voit apparaître sa première rangée de fortifications.
Ce castellum romain est alors composé de 1300 mètres de murailles et de 38 tours qui protègent la cité. Comment était-elle? Sans doute un peu en partie comme les restes du front nord nous la montrent aujourd'hui, avec un mélange de pierre et de briques, et avec des tours basses, avec ces espèces de petits chapeaux de tuiles, et une base pleine pour résister aux attaques de béliers. Et au premier étage, ces tours s'ouvrent par des grandes fenêtres en plein cintre. En plein cintre, pourquoi? Parce que la largeur de l'ouverture permettait aux soldats de lancer des javelots. Les javelots sont les armes de jet utilisées dans la défense à l'époque romaine, et ces javelots ont une portée utile d'environ 18-20 mètres. C'est pourquoi nous avons des tours espacées de 18 à 20 mètres sur l'enceinte d'une ville. Cette première enceinte gallo-romaine est une fortification passive. À part quelques ouvertures qui permettent de se défendre, elle est surtout construite pour résister aux attaques. On a une seule enceinte et, mon Dieu, même au Moyen-Âge encore, elle est considérée comme étant suffisante pour défendre la cité. Après la construction de la première enceinte gallo-romaine, s'ensuit une période de changement de pouvoir. En 600 ans, les invasions venant de l'Est se multiplient jusqu'à ce qu'une des familles les plus puissantes de la région ne prenne possession des lieux, les Trencavel. C'est sous cette dynastie à la fin du XIIe siècle que la physionomie de Carcassonne change. La vieille enceinte ne permettant plus de contenir une population de plus en plus nombreuse. Pendant presque 1000 ans, la cité de Carcassonne a connu un seul rempart, une seule enceinte d'environ 1,3 km. Mais il faut savoir que petit à petit, la ville s'est développée tout autour en 2 faubourgs qui, eux aussi, étaient fortifiés. Le faubourg Saint-Michel, le faubourg Saint-Vincent, qui encerclaient carrément la cité. Ces faubourgs devaient abriter une population plus mouvante, certainement, plus artisanale, alors que l'intérieur de la cité était peuplé davantage de nobles, de religieux et de soldats, de sergents. C'est également à la fin du XIIe siècle que le cours de l'histoire de la cité de Carcassonne va changer. À ce moment-là, dans toute la région, un nouveau courant religieux est en pleine expansion, le catharisme. Si on veut définir clairement ce qu'est un cathare, il faut commencer par dire que c'est un chrétien. Voilà. C'est un chrétien du Moyen-Âge qui se questionne sur sa façon de penser le christianisme. Les cathares, au-delà d'une interprétation différente des textes bibliques, n'acceptent pas le niveau de vie des religieux catholiques. À leurs yeux, ils règnent en souverains et vivent richement. Ces protestataires de l'Église, tolérés dans la région par la noblesse et le clergé, vont être déclarés hérétiques par la papauté. Et alors, c'est un mot, seulement dans la réalité des faits, c'est-à-dire qu'on finit sur le bûcher. Bon, alors du coup, c'est un peu rude, voilà. Afin de se débarrasser des cathares une bonne fois pour toutes, le pape Innocent III décide alors de lancer une croisade contre tous les seigneurs de la région qui tolèrent cette hérésie. Le vicomte de Carcassonne, Raymond Roger Trencavel, en fait partie. Le 3 août 1209, l'armée croisée attaque la cité. Parmi les troupes, Simon de Montfort, futur vicomte de Carcassonne. La croisade, à proprement parler, c'est d'abord un appel, évidemment, de l'Église, du pape, qui considère qu'il faut en finir avec cette hérésie qui gagne de partout, et qui appelle les chevaliers chrétiens à venir lutter contre les hérétiques. Alors c'est intéressant, car c'est la première croisade qui va être prêchée en terre chrétienne. Il ne s'agit pas d'aller délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem, c'est en terre chrétienne. Donc vont venir dans la région des gens qui, bien entendu, veulent défendre l'Église officielle, mais qui aussi savent que c'est une guerre sainte, c'est une croisade. Et pour des guerriers du XIIIe siècle, on leur dit, tout ce que vous allez prendre dans vos pognes, vous pourrez les garder, vous tuerez, vous brûlerez, vous violerez, et vous gagnerez votre part au paradis en continuant à mener une vie d'excès et de débauche. J'adore. Voilà. Alors évidemment, ça attire du monde. Et c'est comme ça que c'est une armée assez conséquente qui se met en route vers le Midi en 1209. Quand les croisés arrivent pour la première fois en août 1209 devant Carcassonne, il s'agit d'une ville avec 3 enceintes concentriques. Il y a
un premier bourg qu'ils détruisent immédiatement en y mettant le feu, très certainement. Et puis, ils arrivent au pied d'une deuxième fortification et qu'il faut franchir pour arriver au pied de la cité. Et là, ils ont beaucoup plus de mal, mais ils y arrivent finalement. Et au fur et à mesure, la population recule d'enceinte en enceinte et va se réfugier complètement dans la cité. Et là, ce n'est qu'après avoir pris ce deuxième bourg que les croisés arrivent au pied de la cité. Et quand l'armée croisée arrive devant Carcassonne, le peuple tout entier du pays s'est réfugié à l'intérieur, c'est normal. Mais on n'a pas eu le temps de remplir les greniers, on n'a surtout pas eu le temps de remplir les citernes. On est en plein mois d'août, il fait un cagnard du diable. Et donc la soif s'embelle. Et là, Raymond Trincavel comprend que s'il ne cède pas, sa ville finira comme a fini Béziers, c'est-à-dire un grand massacre collectif. Après 15 jours de siège, le vicomte de Carcassonne décide de se rendre. En échange, il obtient la vie sauve des habitants de la cité, moyennant l'abandon de tous leurs biens. Mais le catharisme persiste en Occitanie. Pour le pape, il est temps d'éradiquer définitivement ces hérétiques. L'Église, face à cette hérésie, a tenté donc plusieurs stratégies. La prédication au début, la croisade ensuite, ou les croisades, et ensuite l'Inquisition. La création de l'Inquisition va avoir pour but de ramener à la vraie foi ce qui s'était égaré. Et donc, c'est un tribunal qui se met en place en 1233. Et qui donc va systématiquement interroger les suspects. Entendons-nous bien, on est suspect de catharisme dès qu'on adresse la parole à un cathare, et ainsi de suite, remonter le fil jusqu'au coupable. Un tribunal itinérant se met alors en place et encourage la population à la délation en lui faisant peur. Rafles de villages, incendies, tous les prétextes sont bons pour marquer les esprits. Et une fois qu'on a bien marqué les esprits, on va dans les villages voisins et on leur dit si vous venez spontanément dénoncer vos voisins, vous échapperez à ce type de châtiment. Et alors, il en vient. Interrogatoires, tortures, bûchers. Les persécutions de l'Inquisition vont se poursuivre jusqu'à la fin du Moyen-Âge. C'est dans ce climat délétère que Raymond II Trencavel veut reprendre son dû confisqué à son père 30 ans plus tôt. C'est le deuxième siège que connaît Carcassonne, le second affront pour la famille Trencavel. Il y a ce qu'on appelle dans le siège de 1240. C'est l'inverse du siège de 1209. C'est un seigneur occitan qui assiège l'armée du roi de France à l'intérieur de la cité. Parce que Raymond Trincavel, le fils de Raymond Roger, décide de reprendre ses biens au roi et la population se joint à Raymond Trincavel parce qu'ils sont exaspérés par l'attitude et par les vexations de l'Inquisition. Et parce qu'il est aussi, certainement, pour eux, le seigneur naturel de la ville. Après plusieurs tentatives d'assaut, le sénéchal, représentant du roi de France, au pouvoir depuis 1226, est toujours bien à l'abri derrière l'unique rangée de remparts qui protège alors la cité. Face à cette situation, le fils Trencavel décide alors de lever le siège. Cette tentative de reconquête est un échec, et ce malgré l'aide de la population des bourgs opposée au royaume de France. Au moment du siège de 1240, effectivement, c'est une mauvaise surprise pour les défenseurs de voir que les habitants des faubourgs au moins une partie d'entre eux, ont aidé les assiégeants. Donc là, le roi, évidemment, ne peut pas tolérer ce genre de choses et il va ordonner que les faubourgs soient rasés et il les oblige à s'établir plus loin. L'exil forcé de la population rebelle dure 7 ans. Puis en 1247, le roi accorde son pardon aux habitants de Carcassonne et les autorise à s'établir à leurs frais de l'autre côté de l'Aude. C'est la création de la Bastide. Désormais, il y a 2 villes à Carcassonne, la ville basse sur la rive gauche et la cité sur la rive droite. Après la tentative de siège de 1240 qui a failli aboutir, le sénéchal décide de prendre les devants et de passer à une défense active. L'ouvrage militaire, et la cité de Carcassonne ne fait pas exception, il doit être capable de répondre à la menace. Donc,
En 1240, il y a une situation un peu critique, qui n'a pas abouti à la prise de la cité, mais qui aurait pu. Donc, moralité, on prend les moyens pour que cette situation ne se renouvelle pas, ou ne puisse pas se renouveler. Donc, on construit la deuxième enceinte, qui sert un peu de bouclier, et une fois qu'elle est faite, seulement une fois qu'elle est faite, on renforce l'enceinte intérieure. Le début de la construction de la deuxième enceinte, imaginée par les ingénieurs royaux après 1240, marque le début d'une période de grands travaux pour la cité, qui durera jusqu'à la fin du XIIIe siècle et constituera un vrai virage dans l'art de la défense. On ne fait pas que rajouter une enceinte, on ajoute un autre système défensif, beaucoup plus basé sur l'action, sur le fait d'aller chercher l'ennemi à l'extérieur, avec des archères en quinconce permettant d'aller très loin. Si la première fortification gallo-romaine était plutôt une défense passive, se limitant à s'abriter derrière des murs épais, avec la nouvelle fortification, la défense va devenir active. Cette nouvelle forme d'architecture militaire va transformer le paysage de la cité. Avec la seconde rangée de remparts, de nouvelles constructions défensives voient le jour. L'une des innovations militaires principales de la nouvelle enceinte, c'est la barbacane. Poste le plus avancé des remparts, cette tour en demi-lune permet aux archers et aux arbalétriers de protéger les flancs de la muraille. Autre grand système de défense, les hourres. Cette structure installée sur le haut des remparts permet aux défenseurs de surplomber les assaillants tout en étant protégés. Flèches, jets de pierre, elles sont un moyen efficace pour défendre la base des remparts. L'assaillant doit dorénavant déployer des moyens considérables pour approcher les murs de la cité, car il a face à lui un système défensif des plus élaborés. Dans cette période de grands travaux, le petit palais urbain au cœur de la cité est occupé par le représentant du roi, le sénéchal. Il profite des aménagements militaires pour faire fortifier sa demeure. Le château comtal va devenir une citadelle refuge. Le sénéchal de Carcassonne incarne le pouvoir nouveau, c'est-à-dire celui de la domination des rois de France et de l'Église. Donc ils vont s'installer ici. Mais contrairement aux seigneurs qui étaient finalement peu contestés par la population, le sénéchal, représentant du roi, s'enferme à l'intérieur de cet espace. Avec la fortification du château comtal, le sénéchal se protège des assaillants extérieurs, mais aussi des habitants de la cité. La menace d'une éventuelle rébellion plane toujours sur le pouvoir royal. Des fossés secs, des hourres, des tours défensives, c'est une véritable forteresse dans la cité fortifiée. La fortification rectangulaire qu'il construit est en fait un espace beaucoup plus complexe avec 2 cours, avec 2 logis. Donc on est vraiment dans un espace beaucoup plus fortifié, avec cette enceinte et puis son fossé qu'il faut franchir donc, pour pouvoir arriver jusqu'au sénéchal et à sa garnison. Pour compléter un peu plus le système de défense, une barbacane en demi-lune viendra renforcer l'accès au château comtal. Le sénéchal est protégé par 3 niveaux de remparts dans la cité. L'eau est un des éléments majeurs pour la défense d'une place forte. En cas de siège comme en 1209, le manque d'eau peut conduire une cité à capituler. Pour éviter que cette situation ne se représente, les sources de la cité sont désormais protégées. Cachée sous les lys, à l'abri des assaillants, l'une de ces sources, la Foun Selado, est l'un des symboles de cette nouvelle stratégie militaire. L'escalier qui y conduit est muni d'archères. Il participe à la défense du rempart extérieur. Ici, nous nous trouvons dans un des ouvrages les plus intéressants de cette fortification pour expliquer la défense très élaborée de la cité. Nous nous trouvons en dessous des lys, à proximité de la porte d'Aude, et cet ensemble bâti est une citerne. Cette citerne de 25 mètres cubes est alimentée par une source qui recueille les eaux du sol de la cité. Elle est protégée par près de 3 mètres d'épaisseur de rempart et n'est accessible que depuis les lys, par un escalier dérobé. Foun Selado, ça veut dire la source cachée. Effectivement, elle est cachée au regard, mais la Foun Selado correspond vraiment à la philosophie, si je puis dire, de la défense au XIIIe siècle. Et il fallait que la garnison qui gardait les remparts, en cas de siège, puisse accéder en permanence
à une réserve d'eau propre et buvable. Parce qu'on sait, par rapport au siège de 1209, que quand l'eau vient à manquer, les défenseurs et les habitants de la ville sont obligés de se rendre. Cette ressource permanente en eau potable est l'un des éléments clés de cette nouvelle stratégie de défense. La cité a appris de ses échecs et renforcé son autonomie. Bien que le siège de 1240 n'ait pas abouti, la forteresse a subi des dégâts et doit être réparée. Les premières campagnes de travaux exécutées par les ingénieurs du roi donnent naissance à la tour de la Vade. Symbole de ce renouveau, elle tire son nom de l'occitan vadar qui signifie regarder, observer. Cette gigantesque tour cylindrique est la plus imposante de l'enceinte extérieure de la cité. Elle domine la vallée et les lys. Elle a été conçue comme un élément entièrement autonome du système de défense et des nouvelles fortifications. Une garnison d'une dizaine d'hommes pouvait résister à un siège enfermé pendant plusieurs semaines. La Vade est une tour de défense active avec ses pièces de vie. Sur la partie inférieure se trouvent les réserves de nourriture. Ainsi, la garnison est autosuffisante. Ici, on est donc dans la salle basse de la tour de la Vade. Vraisemblablement, la salle dans laquelle on stockait la nourriture, donc pour permettre l'autonomie des défenseurs. Ici, on a vraisemblablement ce qui devait être une glacière et on y stockait très certainement de la viande, mais aussi des céréales, mais aussi toutes sortes de nourriture qui étaient nécessaires pour les défenseurs. Sur l'étage supérieur, on retrouve les équipements de première nécessité qui permettent à ces défenseurs d'assurer leur autonomie. Dans cette salle, qui est la salle du premier étage, on constate par exemple qu'il y a un puits qui permettait effectivement aux gens qui assuraient la défense de cette tour d'avoir de l'eau, bien évidemment. Il y a de l'eau encore à l'heure actuelle. Et puis un four à pain, donc d'avoir des éléments, du boire et du manger, qui permettaient aux défenseurs de passer un certain nombre de jours enfermés. Enfin, au sommet, c'est la partie tactique qui permettait à la tour de la Vade de remplir sa mission principale, défendre la cité. Au final, on arrive bien évidemment dans la partie sommitale de la tour. C'est sur cette partie qu'on se rend compte effectivement de la façon dont était assurée sa défense, puisque les créneaux de chaque côté permettent évidemment aux défenseurs de tirer à 360 degrés sur les assaillants, aussi bien du côté déjà des lys et donc de l'autre enceinte, que du côté totalement extérieur par rapport à la défense de la cité. La tour de la Vade, c'est vraiment la première tour construite dans tous les grands travaux qui vont faire de la cité la forteresse royale, avec bien sûr après, plus tard, les tours narbonnaises et également la tour du Trésor. La tour de la Vade constitue un élément essentiel de l'arsenal défensif de la cité. Pendant la seconde moitié du XIIIe siècle, la forteresse royale va se transformer pour devenir une place forte redoutable au système de défense inviolable. Les tours autonomes, une seconde rangée de remparts, les ingénieurs militaires du roi de France Philippe III le Hardi rivalisent d'ingéniosité et imaginent finalement ce qui est encore perçu aujourd'hui comme l'un des plus beaux ensembles fortifiés du Moyen-Âge. Ils construisent aussi une porte d'accès très élaborée, réputée infranchissable, qui fera trembler les futurs assaillants. Cette entrée principale s'appelle la porte narbonnaise. Cette porte narbonnaise se trouve à l'intérieur, sur l'enceinte intérieure, entre les deux grosses tours que vous avez ici. Avec ses 5 niveaux de défense, elle est une arme de dissuasion redoutable pour les assaillants. Le premier danger est ici, et je vais passer sous un machicoulis. Et là, les défenseurs qui sont postés au-dessus peuvent nous faire tomber toutes sortes de projectiles destinés à ralentir ou à stopper les ennemis. Alors, une fois qu'on a franchi avec succès ce machicoulis, eh bien, on se retrouve devant ces deux tours massives, ces deux immenses tours narbonnaises, munies d'archères. Ces archères immenses sont disposées en quinconce, de manière à ce qu'il n'y ait aucun angle de tir mort. Au Moyen-Âge, le point faible d'une fortification est sa porte d'entrée. Concentrée de génie militaire, la porte narbonnaise représente à elle seule un dispositif de défense complexe. 2 tours à bec monumental, 14 archères,
des hourds qui pouvaient être installés à son sommet. Un exemple d'arsenal défensif des plus élaborés. Une mention spéciale doit être accordée à la Vierge. La Vierge qui est également une protection, ne l'oublions pas au Moyen-Âge. Quand on regarde cette Vierge, on se rend compte qu'elle a la tête légèrement décalée. Et à l'emplacement du prolongement de son corps, vous avez une fenêtre, peut-être une ouverture de tir. Donc les tours narbonnaises forment donc un ensemble de défensifs. Et cet ensemble est un prototype. C'est une signature de prestige. Le système d'accès à la cité entre les deux tours narbonnaises est lui aussi complexe. Le dispositif de sécurité de la porte est très sophistiqué. Une première herse et une porte en bois côté lisse protègent l'accès à la cité. Ensuite, un assommoir percé dans la voûte protège la seconde porte. Enfin, une deuxième porte en bois et une seconde herse, activée seulement depuis l'intérieur de la cité, emprisonnent les assaillants. La porte narbonnaise est également autonome grâce à sa citerne, son saloir et ses pièces de vie situées dans les tours et au-dessus de la porte. Ces tours narbonnaises sont une signature. Leur fonction est d'impressionner et de détourner les ennemis. Fonction remplie. Sur la face nord de la cité se trouvent les premières fortifications datant du IVe siècle, les remparts gallo-romains. Parmi eux, la tour du Vieux-Las, qui porte les traces de cette évolution à travers les siècles. La cité de Carcassonne est un livre de pierre à l'image de cette tour, la tour du Vieux-Las. Alors cette tour, elle comporte les différentes strates qui composent donc l'histoire de ce monument. Tout commence pour les enceintes au IVe siècle après Jésus-Christ, au bas empire romain, une époque où l'empire romain est menacé par les invasions barbares. Et que fait-on quand on est menacé? Eh bien, on se protège. Au IVe siècle, sous l'autorité romaine, les premiers remparts de Carcassonne apparaissent pour protéger ses habitants. La rangée de grosses pierres, qui sont des pierres jaunes, un peu grises, constitue les fondations de cette tour à l'époque romaine. Au IVe siècle, les remparts gallo-romains ne mesurent pas plus de 5 mètres. Le niveau du sol des lys se situe à la base des tours. Au XIIIe siècle, de grands travaux, donc à l'époque royale, vont affecter la cité de Carcassonne. Le premier d'entre eux, c'est le creusement des lys pour construire l'enceinte extérieure qui est édifiée devant nous, donc dans les années 1240, 1250 et 1260. Et les sénéchaux, les officiers royaux, ont décidé d'aplanir les lys pour permettre bien sûr aux soldats de pouvoir se déplacer et aux assaillants d'être maintenus à distance. Au XIIIe siècle, pour des raisons militaires, avec la construction du rempart extérieur, le nouvel espace entre les deux remparts, les lys, est aplani. Il faut donc renforcer les tours gallo-romaines à la base pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Donc, ce qui est curieux et intéressant, c'est de voir que le niveau le plus ancien n'est pas le plus bas. Ainsi aménagées, les lys répondent à leur vocation essentiellement militaire. Elles assurent aux défenseurs une zone de manœuvre confortable et exposent les assaillants au tir des remparts intérieurs. Cette cité va voir s'accroître son système défensif actif pour devenir une cité de dissuasion. Et quand on regarde cette perspective avec le premier rempart et le deuxième, on comprend cette volonté qui est de dire « essayez de me prendre, mais vous n'y arriverez pas ». Les nouveaux remparts extérieurs sont les plus bas de la fortification, de façon à ne pas faire obstacle au tir des archers postés sur l'enceinte intérieure. Les barbacanes sont des tours ouvertes côté lys sur la première enceinte. Elles jouent un rôle de défense depuis l'extérieur, mais aussi en cas d'intrusion dans les lys. Alors, si on se met à la place d'un assaillant et qu'on a réussi à passer la porte, ce qui est déjà un miracle, on se retrouve sur cette tour à ciel ouvert, encerclé par des archers très certainement là-haut, mais également à découvert face aux archers de la muraille intérieure. On est coincé un peu comme du bétail dans un enclos. D'ailleurs, Barbacane vient d'un mot d'Afrique du Nord qui signifie l'enclos de la porte à bétail. Donc imaginez, arrivant là,
vous êtes vraiment mal en point. Si par miracle, l'assaillant arrive à survivre à cette barbacane, il arrive ici dans ce goulot d'étranglement avec une marche, non pas qui empêche de lever les jambes avec une armure, puisque une armure est souple, mais tout simplement pour briser l'élan. Ensuite, c'est assez étroit pour ne laisser passer qu'un assaillant après l'autre. Et lorsque l'on arrive ici, se trouve l'homme d'armes, muni de son bouclier et de la lance ou de la pique, qui va tenir à distance les assaillants, qui soit choisissent avec leur bouclier de se protéger du lancier, soit des archers. Et une fois qu'on aura tué les 5 premiers soldats, ça va faire ici un mur de chair, d'acier et de sang qui va boucher le passage. Et ainsi, ça suffit largement à protéger la cité de Carcassonne. Les Our participent au dispositif de défense active. Ces échafaudages en bois sont des constructions provisoires montées en temps de guerre au sommet des tours et des remparts. Les Our ont une double utilité. Tout d'abord, les fenêtres carrées vont permettre aux arbalétriers, plus spécifiquement, puisque la forme est carrée, il permet le passage de l'arbalète, de tirer à couvert. Et ensuite, dessous, on a une ouverture. Cet orifice permet de jeter des choses sur les ennemis. Dans les films, on voit qu'on jette de l'huile, de l'eau. Alors de l'huile, non. On jetait effectivement au Moyen-Orient de l'huile de roche, mais c'est du pétrole brut. Mais de l'huile, comme on peut l'imaginer ici comme étant de l'huile d'olive, non. De l'eau bouillante, non, car l'eau est trop précieuse. Il faut conserver l'eau pour boire. Alors que jette-t-on sur ses ennemis? On va jeter des roches, des cailloux, mais pas des gros cailloux comme on voit dans les films. C'est plutôt des paniers de petites pierres, grosses comme le poing, qui avec la hauteur des remparts vont prendre assez de vitesse pour mettre un assaillant hors d'état de nuire. Donc quand on voit ces éléments défensifs, on comprend pourquoi on dit de Carcassonne qu'elle est l'un des plus bels exemples d'architecture militaire fin XIIIe, début XIVe siècle. À présent, la cité de Carcassonne a de quoi en imposer avec sa double rangée de remparts, ses 52 tours et ses 1200 meurtrières. Preuve en est, même le fils du roi d'Angleterre, Édouard de Woodstock, dit le prince noir, n'osera s'y frotter. En 1355, lors de la guerre de 100 ans, lorsque le prince noir arrive à Carcassonne, il va piller, raser, incendier toute la nouvelle Bastide. Il a donc mis le feu pendant 3 jours durant à la ville basse, qui se trouvait de l'autre côté du fleuve. Mais le prince noir n'a pas osé venir se frotter à cette double rangée de fortifications qui avait, à cette époque-là, la réputation d'être imprenable. Si le prince noir, en 1355, ne s'attaque pas à la cité, c'est certainement qu'il a de bonnes raisons de ne pas s'y attaquer. Et je pense qu'il a certainement eu raison de ne pas s'y attaquer. Dans la mesure où le prince noir mène un raid, il est parti de Bordeaux, il va jusqu'à Narbonne, et puis il fait le chemin du retour. C'est plus un raid de pillage qu'une véritable guerre. À partir de là, il n'a pas envie de perdre du temps en mettant un long siège devant la cité. Donc la décision est fort logique. Il abandonne l'attaque de la cité. Après cet assaut avorté, la cité ne sera plus véritablement inquiétée. Tout du moins, jusqu'à ce que son vieillissement ne vienne changer les choses. Au XVIe siècle, et presque tout d'un coup, la cité de Carcassonne est atteinte d'un vieillissement technologique. Je m'explique. Au XVIe siècle, c'est l'apparition des armes à feu. Et ces nouvelles armes rendent tout d'un coup vieilles les arcs et les arbalètes. Je rappelle que la cité de Carcassonne a été massivement construite pour ces armes. Au XVIIe siècle, la cité de Carcassonne est atteinte d'un autre vieillissement. Jusqu'à présent, jusqu'en 1659, la cité de Carcassonne avait pour fonction de protéger la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Aragon, frontière qui se trouvait dans les Corbières, frontière qui était tenue par les 5 fils de Carcassonne, les 5 châteaux frontières. En 1659, la frontière entre la France et l'Espagne est reculée jusqu'à la crête des Pyrénées. Et donc Carcassonne ne se trouve plus en mesure de gérer stratégiquement la frontière. Donc un rôle stratégique amoindri. Au début du XIXe siècle, la cité est en ruine.
ces matériaux sont bradés pour le développement de la ville basse, où la bourgeoisie, l'église et l'administration se sont installés. Seuls les plus pauvres occupent encore la cité, et l'on voit apparaître entre les deux remparts de modestes bâtisses. C'est commode. Il y a déjà le mur de l'enceinte intérieure ou extérieure. Il suffit de mettre 3 autres murs, un toit, et vous avez une maison. En 1665, un document fait le décompte des maisons qui peuplaient les lys de chaque côté. Nous avons 138 maisons. Donc cet espace des lys devient une rue dont on voit toujours aujourd'hui le caniveau central. Toutes ces maisons qui étaient alignées s'appuyaient donc sur l'enceinte intérieure, qui en constituait le premier mur, et je dirais le mur le plus solide. En s'approchant de cette maison, nous découvrons une trace. La trace que nous découvrons, la première, eh bien, ce sont des émarchements, c'est-à-dire des creux, qui montre bien l'emplacement d'un escalier, donc un rez-de-chaussée sur lequel je me trouve, et un escalier qui permettait d'accéder au premier étage. Et ce premier étage est signalé par cet alignement horizontal de 4 trous de boulin sur lequel s'appuyait un étage en bois. Et à 2 mètres environ de cette première ligne de trous se trouve une deuxième ligne de trous qui supportait la toiture. Ces maisons parasites dans les lys sont le symbole de l'anéantissement de la cité. La forteresse n'est plus qu'un tas de pierres et parmi les décombres, une découverte exceptionnelle va changer le cours de l'histoire. Une pièce unique, cachée pendant près de 4 siècles. Le tombeau de Radulf. C'est l'évêque de Carcassonne, enterré ici au XIIIe siècle. La chapelle de Radulf, donc voulue par l'évêque Radulf pour être son lieu de sépulture, a eu un destin assez curieux. Car à un moment donné, fin 15e, début 16e, on ne sait pas trop, elle a été transformée pour avoir une autre fonction. Elle va devenir en fait une sacristie annexe de la grande sacristie qui est derrière ce mur. En 1839, comme l'ensemble de la cité, la chapelle de la basilique est en piteux état. Enseveli sous près de 2 mètres de terre, le tombeau disparaît pendant près de 400 ans. Mais un jour, le destin bascule et la découverte de ce tombeau va permettre de sauver la cité. Et c'est Crosmervieille, un historien local, érudit, vraiment humaniste, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire de la cité, qui, le premier, est intrigué peut-être, et il fait un sondage. Parce qu'il a été attiré un peu par un détail. La corniche ici du tombeau dépassait légèrement. En 1840, Crosmervieille met à jour ce tombeau exceptionnel datant de 1266. L'évêque Radulf y est représenté debout grandeur nature sur le sarcophage. La scène des obsèques est sculptée, le cortège des chanoines et au centre, l'absoute, la prière aux défunts. Cet ouvrage d'exception, remarquablement conservé, va changer le destin de cette cité oubliée. Car il faut bien dire qu'au début du XIXe siècle, beaucoup de parties tombent en ruine. N'oublions pas que des tours sont vendues aux enchères pour construire des maisons en petite basse. Et donc, il va avoir l'idée de faire classer le monument historique pour protéger, bien sûr, la chapelle. Et surtout, c'est que Crosmervieille fait appel à Eugène Viollet-le-Duc, qui va venir à Carcassonne. Il va tomber un peu amoureux de cette cité et il va tout faire pour la restaurer. Un an après la découverte de Crosmervieille, la basilique passe sous protection des monuments historiques. Napoléon III approuve la restauration de la cité. La renaissance de Carcassonne peut alors commencer. L'architecte Eugène Viollet-le-Duc, réputé pour ses restaurations d'édifices tels que Notre-Dame de Paris ou le Mont-Saint-Michel, est alors mandaté. Viollet-le-Duc intervient à Carcassonne d'abord parce qu'on le lui demande. Il faut être clair, Viollet-le-Duc est un architecte qui est attaché, comme on dit, à la commission des monuments historiques et qui exécute les projets ou les travaux qu'on lui demande de faire. Et il est payé pour ça. Si on est parti vers la préservation et la restauration, c'est aussi parce qu'on est dans un mouvement qui naît au début du 19e siècle, qui est ce romantisme qui se met à aimer le Moyen-Âge. Il faut voir Victor Hugo, il faut voir Walter Scott. C'est la naissance aussi du monument historique. Prosper Mérimée devient, dans les années 1830, autant qu'il me souvienne, inspecteur général des monuments historiques. C'est dire l'intérêt tout d'un coup qu'on prend pour le monument, pour non seulement le monument, mais la ruine également qu'on veut préserver.
Prosper Mérimée est un écrivain, historien et archéologue français. 40 ans seulement après la Révolution française, où les destructions et les pillages ont été nombreux, il va faire émerger le concept de bien national. Sous son impulsion, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc va débuter ses travaux de recherche sur la cité. Évidemment, pour lui, le premier travail, c'est le dessin, c'est le relevé. Viollet-le-Duc est un architecte, et puis c'est aussi un archéologue, c'est quelqu'un qui observe. C'est lui qui, d'abord, a une démarche de connaissance extrêmement approfondie. C'est lui qui révèle une partie du système fortifié de la cité. Et puis ensuite, c'est lui qui donne les moyens techniques. C'est l'architecte, c'est lui qui propose ce qu'on peut faire. Et évidemment, un chantier comme Carcassonne, c'est un chantier d'une vie. Il en a fait d'autres, mais celui-là est un des grands chantiers de sa vie. Le programme de Viollet-le-Duc est ambitieux et controversé. Il souhaite donner une unité à l'ensemble des fortifications et décide de restaurer la cité telle qu'elle pouvait être à la fin du XIIIe siècle. C'est selon lui la période où elle était la plus aboutie esthétiquement et militairement. Et évidemment, quand on est face à Carcassonne, où on a un monument d'un millier d'années, entre le IVe siècle et le XVe siècle, évidemment, il faut faire des choix. Viollet-le-Duc fait un choix qui est très clair, qui est celui du maximum. C'est ce moment, c'est de la fin du XIIIe siècle. La cité, à la fin du XIIIe siècle, elle atteint le maximum de son développement architectural en tant que forteresse. C'est-à-dire que c'est là où on a le système militaire, le système défensif, le plus élaboré, le plus abouti. Quand il fomente le projet de restauration des enceintes de la cité, les lys sont encombrés de 122 maisons bâties. Et donc, pour vous situer l'état d'esprit, Viollet-le-Duc emploie la phrase suivante. Je dis que les personnes qui se sont installées dans un monument public comme des rats et des oiseaux de proie n'ont acquis aucun droit, même par prescription. Donc pas d'état d'âme, ces maisons doivent dégager. En 1789, les révolutionnaires veulent faire disparaître les traces de l'Ancien Régime et brûlent les archives de la cité. 60 ans plus tard, Viollet-le-Duc, architecte mais aussi archéologue passionné, se retrouve confronté au manque de sources pour ses travaux. Il va alors faire des relevés précis de la cité et élaborer des plans et des dessins pour échafauder sa vision idéale de la fortification. La basilique est rénovée, la porte narbonnaise est transformée, mais les principaux travaux se concentreront sur les toitures des tours, les créneaux et les hourds du château comtal. En 1879, à la mort du maître, deux architectes se succèdent pour continuer le chantier. L'enceinte intérieure du front nord est restaurée et les lys du front sud sont dégagées. Une fois que les restaurations ont été terminées, ceci avant la guerre de 14, eh bien les lys ont été rendus à leur état d'origine. Sauf que ce ne sont plus des soldats qui les parcourent maintenant, mais des touristes. Et ces lys ainsi dégagés ouvrent la compréhension de la cité à sa nouvelle fonction. Désormais, à partir de 1914, la nouvelle fonction du monument apparaît. Donc ces lys sont symboliques de la dernière grande fonction touristique donc, de la cité et qui aboutira à la fin du XXe siècle, en 1997, au classement de la cité au patrimoine mondial de l'humanité. Ce classement est une consécration pour la cité. Souvent perçue comme le plus bel ensemble fortifié du Moyen-Âge, la cité de Carcassonne accueille aujourd'hui plus de 2 millions de visiteurs par an. Passionnés d'histoire, de légendes ou de contes, tous arpentent les rues de la cité avec leurs rêves d'enfants. Batailles, trésors cachés, mystères de l'histoire, la cité de Carcassonne éveille l'imagination. L'histoire de Carcassonne, comme de nombreux objets historiques, comme tous les objets historiques, n'est pas terminée. Un exemple, on ne connaît pas tout de l'histoire de la cité et en particulier de l'histoire de son sous-sol. En revanche, on sait que le sous-sol est un terreau de fantasmes. Et ce d'ailleurs pour une raison simple, parce qu'on est sur une zone archéologique extrêmement sensible. Dès qu'on met un coup de pelle à Carcassonne, on peut tomber en fait, sur le secteur de la cité. On peut tomber sur des os, sur des murs, sur des vases, sur des trésors. On voit un coffre ruisselant d'or, comme ça, qu'on va trouver sous terre. Alors ça attirait des gens de toute obédience qui recherchaient voilà, ce goût si délicieux du mystère. Et parmi eux, des gens pas du tout recommandables, comme les nazis.
Le 11 novembre 1942, l'armée allemande envahit la zone libre française et prend ses quartiers dans la cité. Les soldats nazis y chassent les habitants et explorent les sols de Carcassonne. Nous sommes dans les fossés du château comtal de Carcassonne. Et en avril ou un peu avant, en 1944, les Allemands qui occupent cette forteresse vont ici, derrière moi, creuser un souterrain. Ce souterrain de 200 mètres de long, creusé sous la cité par les nazis, est peu connu du grand public. À partir du moment où les Allemands ont occupé la cité de Carcassonne, ils en ont fait une forteresse qui voulait sans doute tenir longtemps en cas de problème. Donc il est normal qu'ils aient pu se réserver des passages un peu secrets pour se déplacer à l'abri de l'aviation ennemie d'un espace à l'autre, ou cacher du matériel militaire, par exemple. Sous la très touristique place Marcoux se trouve l'un des derniers accès au souterrain nazi. Une trappe interdite au public permet d'y accéder. Il est certain que les Allemands, avant-guerre, s'intéressaient beaucoup au midi de la France, pas simplement pour des raisons, on va dire, philosophiques, mais sont venus ici, ils ont fouillé des puits, parce qu'il y a des légendes, il y a le puits des Fées, il y a le trésor d'Alaric qui aurait été caché sous la cité de Carcassonne, etc., etc. Mais bon, entre curer un puits pour aller voir si quelque chose au fond et faire un tunnel de plusieurs centaines de mètres de long, la motivation n'était peut-être pas la même. Quant au motif de son existence, il reste encore trouble. Planifiait-il une évasion? Y cachait-il des armes? Ou était-ce le trésor des Cathares qu'ils espéraient y trouver? Aujourd'hui encore, nul ne sait vraiment ce que les soldats allemands venaient explorer dans le sol de la cité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la basilique Saint-Nazaire va elle aussi marquer les esprits et devenir l'un des symboles de la résistance de la cité. J'avais un établissement et en terrasse, il y a un monsieur, un Américain, qui m'a expliqué qu'il avait été engagé dans les forces spéciales à l'âge de 17 ans et 2 jours. Et il avait en charge d'exfiltrer un équipage de bombardiers américains. Et il les a descendus. Ils ont été cachés pendant 2 ou 3 jours ici, mais il ne savait pas où il avait été caché. Il se rappelait de petits détails, il se rappelait d'escaliers, d'odeurs de bougies, d'une ambiance très particulière. Et en parlant avec donc, les anciens de la cité, on est arrivé à faire le lien. Et ils ont été cachés dans la crypte. Ce passage dérobé conduit à la crypte de la basilique, vestige d'une ancienne église datant du VIe siècle. Mais c'est aussi une cache secrète inconnue des soldats allemands. C'est donc ici qu'ont été cachés l'équipage du bombardier américain. Dans la cité, il y avait plus grand monde, et puis bon, il y avait l'omniprésence des forces de l'occupant, mais c'est donc le chanoine qui les ravitaillait, qui leur a rapporté de quoi tenir. C'est grâce au curé de la cité, Auguste Pont, figure de la résistance locale, que le lieutenant Sully de Fontaine et son équipage ont échappé aux soldats allemands. Et la particularité, c'est que l'hôtel qui est juste à côté, à la sortie de l'église, était un lieu de repos pour les officiers de la Luftwaffe. Ils étaient cachés dans la gueule du loup. Le colonel Sully de Fontaine racontera plus tard qu'il pouvait entendre depuis la crypte les patrouilles des nazis. Le bataillon britannique finira finalement par être exfiltré par la résistance française. Le 19 août 1944, Carcassonne est libérée. Elle aura été, pendant la Seconde Guerre mondiale, un haut lieu de la résistance française. C'est le dernier siège qu'aura connu la cité. Les soldats ont depuis laissé la place aux passionnés d'histoire médiévale. Tour à tour attaqués, dépouillés, abandonnés puis restaurés, en 2500 ans d'histoire, la cité de Carcassonne aura tout vécu. Aujourd'hui plus que jamais, elle est toujours debout et donne à offrir aux visiteurs un livre de pierre mettant à l'honneur un Moyen-Âge rêvé. C'est notre rêve d'enfant du temps des chevaliers, de la cité médiévale telle que nous la rêvons en tant qu'enfants. Et pour ça, rien que pour ça, parce qu'elle entretient nos rêves d'enfants, elle est exceptionnelle. Une chose est sûre, la cité de Carcassonne fait partie des monuments les plus marquants du Moyen-Âge.
Mais pour autant, Est-elle un des plus beaux monuments du monde? C'est même pas qu'elle soit la plus belle du monde, c'est qu'elle est la seule de cette dimension, dans cet état. La cité de Carcassonne, eh bien, je dirais que c'est un conservatoire un peu des siècles. Je crois qu'un monument, plus peut-être qu'un document d'archives, il parle tout de suite à la personne qui pénètre. Elle entend parler les murs, elle voit peut-être même des fantômes. Et je crois que la cité, effectivement, elle a un caractère mystérieux. C'est pour ça aussi, effectivement, qu'elle a fait rêver tant de gens. Donc la comparer est sans raison. C'est un monument, en tout cas, qui est fait pour durer, c'est sûr.